Dans ce nouvel épisode des Carnets secrets, nous nous rendrons à Goodwood pour le National Racing et à Silverstone pour le Grand Prix de F1. Puis nous irons comme tous les ans au Mans pour la course tragique de 1955 qui faillit mettre brutalement fin à l'histoire du sport automobile. Ces images, parfois insolites, parfois tragiques, ont toutes été tournées par John Tate, un passionné de l'automobile. Pour ouvrir cette saison 1955, je me rends à Goodwood pour le meeting du Bark. La journée commence par une course à handicap pour débutants avec pas moins de 8 TR2 sur la ligne de départ. C'est d'ailleurs l'une d'elles, pilotée par Froggatt, qui l'emporte. Dans la course à handicap des dames, la première à partir avec, excusez du peu, 3 minutes 15 secondes d'avance, est Madame Harvard sur une berline Renault 750. Cette course regroupe toutes sortes de véhicules différents, dont une Ford Anglia, avec son nouveau modèle de carrosserie. Mais tout le monde n'a pas la même conception d'une voiture de course. La preuve, cette traction avant Citroën, une 15 légère. Et voici une certaine Patmos, qui n'est autre que la sœur de Stirling au volant de la nouvelle MG TF. Pour sa première course, elle est nantie d'un confortable handicap de 1 minute 20 et elle va l'emporter avec 18 secondes d'avance. Patsy Burt, partie 30 secondes derrière Mademoiselle Moss, est deuxième dans son Aston Martin DB24. Elle avait fait le meilleur temps au tour durant les essais. Nancy Mitchell est en train d'en découdre avec une autre TR2, celle de Joyce Levens, qui nous gratifie d'un superbe tête à queue. Le coupé cabriolet Aston de Mademoiselle Brown est quatrième. Mademoiselle Noël Buxton, partie sans aucun handicap à bord de sa Jaguar Type C, enrhume la petite Renault, mais cela ne lui suffira pas pour remporter la course. Malgré le froid mordant et les averses incessantes, les gens sont venus nombreux pour voir les 136 membres du Bark en découdre. Une AC modèle ACK et la nouvelle Austin Healey 100S de Shell, équipée d'un hardtop, attire tous les regards. Les Type C tiennent le haut du pavé dans la course scratch des 3,5 litres. Michael Head va mener de bout en bout dans sa Type C blanche. Poursuivi par Peter Blonde dans la version C numéro 3. Et en troisième position, une autre Type C, celle de Jay Hogg. La pluie continue de tomber et le paddock ressemble à un immense bourbier. On remarque également d'autres coureurs, notamment Tony Brooks et sa Fraser Nash, Dick Jacob et Peter Sargent, tous deux sur MG, et John Coobs sur sa Lotus Connaught. « 15 jours plus tard, je suis de retour à Goodwood, cette fois sous un soleil radieux, et j'assiste aux essais pour la course du lundi de Pâques. Parmi les petits nouveaux sur voiture de sport catégorie moins de 1500 cm3, on trouve Leslie Stone et Kenneth McAlpine sur Connaught, Ivor Bueb sur Cooper et John Coobs sur Lotus. La nouvelle Connaught de McAlpine est équipée de phares intégrés dans la carrosserie. Après une rapide vérification de la pression des pneus, il s'élance pour faire quelques tours encore avant la fin des essais. Rodney Clark, le cerveau de Connaught, est particulièrement satisfait des performances de sa nouvelle voiture
et le chrono de McAlpine permet à l'écurie de décrocher la pole position. C'est bientôt au tour de la Formule 1 de s'élancer. Peter Collins, lui, est déjà en piste avec sa BRM Mark II. Elle ne répond pas aux critères de sélection de la F1 et ne peut que courir dans les courses spéciales en Grande-Bretagne. C'est Tony Rolt qui pilote la nouvelle série B de Connaught. Collins sur BRM partira en tête et aura à ses côtés en première ligne la Connaught de Don Bowman et les Maserati de Roy Salvadori et Stirling Moss. À nouveau les voitures de sport, avec Kenneth McAlpine qui réalise de nouveau le meilleur temps au tour sur cette magnifique piste de Goodwood. Ce jour-là, l'écurie Connaught a du pain sur la planche et elle est sur le pied de guerre dès l'aurore en ce lundi matin. Leurs voitures vont participer à 4 des 8 courses de la journée. De quoi s'occuper. La RA de Lord Ebury ne participera qu'en cas de forfait d'un autre concurrent. Des 1,5 litre, Kenneth McAlpine prend la tête devant Les Leston et sa Connaught 1954. Stirling Moss est troisième devant la Cooper de Ivor Bueb. Au tour suivant, les positions sont toujours les mêmes. Moss pilote une Burt Rogers spéciale équipée d'un moteur Coventry Climax, d'une boîte de vitesse Riley, bref une espèce d'hybride construit à Byfleet dans le Surrey. À la fin du deuxième tour, Leston prend le meilleur sur McAlpine et s'empare de la tête. Tandis que Moss est très vite contraint d'abandonner, tringlerie de commande du papillon cassé, un ennui mécanique fréquent sur les voitures neuves. Leston l'emporte donc devant McAlpine, Ivor Bueb et la Lotus de John Coombs. La course suivante est la Chichester Cup, ouverte à toutes les cylindrées. À la fin du premier tour, Moss mène devant Collins sur BRM et Salvadori. Derrière, on retrouve Mike Hawthorne au volant de la nouvelle Van Wall et un jeune Australien inconnu, Jack Brabham. Rolt et sa Connaught donnent du fil à retordre aux Cooper Bristol qui l'ont pris en chasse. Rolt est sixième devant la Cooper de Brabham lorsque Collins prend la tête devant Moss et Salvadori. Premier tour des Formule 3 de 500 cm3. Ivor Bueb et Les Leston se battent à couteau tiré pour prendre la première place devant Eric Brandon, Don Parker et Ken Tyrrell. Mike Sparken est en tête chez les gros sportives. Sa 3 litres Ferrari est largement détachée devant le gros de la troupe, composé d'Aston Martin, de Jaguar Type C et D et de Cooper de tous les modèles. Sparken est toujours en tête devant la Type D de Duncan Hamilton. Tous deux ignorent encore qu'ils seront pénalisés pour avoir volé le départ. Roy Salvadori sur Aston est troisième,
mais sera déclaré vainqueur une fois les pénalités imposées. Puis vient enfin l'heure de la grande course. Les 21 tours du trophée Richmond réservé aux Formule 1. Rodney Clark se prélasse au volant tandis qu'on pousse son bébé pour la faire démarrer. Mais quand elle arrive sur la piste, Tony Rolt a repris sa place au volant. Une bougie mouillée repérée durant le tour de chauffe oblige les mécaniciens à intervenir sur la ligne de départ. Moss et sa Maserati prennent un départ canon, tandis que Salvadori se glisse à la deuxième place et que Rolt et sa Connaught peinent à partir. Mais Moss fait un tête-à-queue dans la chicane, laissant le champ libre à Roy Salvadori qui l'emporte devant Bob Gerrard. C'est au mois de mai que se court à Silverstone le trophée international du Daily Telegraph. Une bonne occasion en tout début de saison pour les écuries d'essayer leur F1 avant les premiers Grands Prix. De plus, le Grand Prix d'Angleterre, se courant cette année à Hendry, c'est le temps fort de Silverstone. Les spectateurs ne s'y sont d'ailleurs pas trompés, ils sont 100 000 à assister à la course. Au programme, une course de voitures de sport d'1 heure à laquelle les Aston Martin vont participer en nombre, désireuses de tester la toute nouvelle DB3S, équipée pour la première fois de freins à disque, d'une nouvelle carrosserie et d'un moteur à double bougie plus puissant. La Connaught usine de Kenneth McAlpine n'est fin prête que depuis 48 heures et les mécaniciens n'ont plus qu'à la faire briller. Quant à la Cooper à siège central, elle s'exhibe sans aucune pudeur. Et Jaguar présente 3 types D, pilotés par le vainqueur des 12 heures de Sebring, Mike Hawthorne, Tony Rolt et Duncan Hamilton. L'écurie Écosse a quelques soucis. Jimmy Stewart a accidenté une des nouvelles types D lors des essais, laissant Desmond Titterington porter seul les couleurs de l'équipe. La Lotus d'Alan Moore est dotée d'un moteur Bristol de 2 litres. Quant à moi, j'attends dans le stand Connaught que le départ façon Le Mans soit donné. Mike Hawthorne vérifie que son siège baquet est bien installé. Et à 10h30 tapante, c'est le départ. Hawthorne a du mal à partir et se retrouve enfermé dans le peloton. À l'issue du premier tour, Rolt est en tête devant Titterington et Hawthorne 5e derrière les 2 Aston Martin. Au tour suivant, Hawthorne est déjà dans les échappements de Rolt et Peter Collins assure la 3e place pour l'écurie Aston Martin. Après un mauvais départ, Roy Salvadori se fraye petit à petit un chemin au milieu des attardés. Il finira en 2e position. C'est le Néo-Zélandais Ivor Bueb qui mène la course des 1500 avec sa Cooper Climax devant Les Leston et Kenneth McAlpine.
D rescapé de l'écurie Écosse, est une XK D502. Au volant, un Irlandais du Nord, Desmond Titterington. Dans la catégorie 1500, toujours emmené par Bueb, McAlpine est à moins de 90 secondes de la voiture de tête. Hawthorne conserve une solide avance. Reggie Parnell est en deuxième position devant Roy Salvadori. Mais peu avant l'arrivée, une durite abîmée contre un Hawthorne a reculé en quatrième position. Et Parnell reçoit les félicitations de son entourage pour cette victoire inattendue. On pousse la Stone du vainqueur aux côtés de celle de Salvadori, deuxième. Kenneth McAlpine et sa Connaught 1500 ont terminé à quelques secondes seulement du vainqueur de la catégorie 2 litres, Tony Brooks sur Fraser-Nash. L'homme au pantalon blanc qui court au premier plan, c'est Mike Hawthorne. Il participe cette fois-ci à la course des Berlines et prend d'ailleurs un bon départ avec sa Jaguar Mark 7 usine aux côtés de celle de Jimmy Stewart et Desmond Titterington. 24 Ford, Riley, Bristol, MG, Volkswagen, DKW et Morris Minor lui emboîtent le pas. À la fin du premier tour, 4 Mark 7 occupent les 4 premières places. En cinquième position, on retrouve la Riley Pathfinder de Harold Grace. Il devance la MG Magnet de Dick Jacob, qui est sur le point d'être dépassée par la Bristol argentée de Buckley. Alors que Hawthorne est toujours en tête, Ian Appleyard, le gendre de William Lyons, fondateur de Jaguar, est toujours en troisième position avec sa Jaguar blanche entre Stewart et Titterington. Mais dès le tour suivant, le vainqueur de la Coupe des Alpes avec la fameuse XK 120 immatriculée NUB 120 se retrouve à la 5e place. En tête de la catégorie 3 litres et en 6e position au classement général, la Riley de Grace. En 7e position, la Bristol Bordeaux de Tony Crook. Pendant que dans la catégorie 1500, la Ford Anglia de Williamson, avec son moteur à soupape latérale 1200, et la MG Magnet se livrent une bagarre sans merci. Pas loin derrière, on retrouve Tony Brooks, en tête de la catégorie des 1100, dans un moteur 2 temps DKW de 900 cm3. Hawthorne fait donc cavalier seul et rentre bien vite en vainqueur au paddock où il discute de la course et reçoit les félicitations avant de se préparer pour la course des Formule 1. Les nouvelles séries B de Connaught vont faire leur grand début en F1 avec un modèle à carrosserie enveloppante conduit par Kenneth McAlpine et une version à roues découvertes conçue par Sir Julian Bowlesey et pilotée par Don Bauman. Une Ferrari bleue. C'est la numéro 25 de Reggie Parnell, avec derrière la Gordini de Manzon, qui aurait dû être en bleu. Jack Fairman est au volant d'une des nouvelles Connaught, la numéro 9, la numéro 10 étant celle de Kenneth McAlpine. Contrairement aux années précédentes, le trophée international ne va pas se courir en plusieurs manches, mais sera une course unique de 16 tours, soit environ 280 km. Roy Salvadori pilote une 250F Maserati de Gilby Engineering, la 22 est la Connaught de Alan Brown, et la 16, une Emerson que Paul Emery a confiée à Page. À côté, le très élégant Robert Manzon sur Gordini. Salvadori est le premier à s'élancer pour le tour de chauffe.
La nouvelle Ferrari usine n'étant pas encore disponible, Mike Hawthorne a pu hisser sa Van Wall en première ligne aux côtés de Salvadori. Jack Fairman est aussi en première ligne, à côté de la Maserati de Stirling Moss. McAlpine, le mécène de Connaught, n'a pas pu suivre le rythme imposé par Fairman et se trouve relégué en 4e position. Moss et Hawthorne en grand conciliabule quelques instants avant la course. C'est Peter Collins à bord de la Maserati 250F de Owen Organization qui prend le meilleur départ. De la 2e ligne, il se faufile entre Hawthorne et Salvadori et va mener quelques temps jusqu'à ce que Salvadori le double dans le virage de Copse. À la fin du premier tour, l'ordre est donc le suivant: Salvadori, Collins, Fairman, étonnant 3e et Moss. Rien de changé au tour suivant, alors que Fairman bat le record du Tour des F1 à plus de 155 km/h et que McAlpine est 6e en tête du peloton. Fairman et McAlpine font une prestation plus qu'honorable et dans l'écurie Connaught, on ne regrette pas d'avoir dû travailler toute la nuit pour régler les ultimes problèmes. Wharton a fait un arrêt au stand avec la 2e Van Wall et Hawthorne, son coéquipier, est obligé d'abandonner lorsque son moteur commence à fumer. Salvadori et Collins se caracolent toujours en tête avec leur Maserati, pendant que McAlpine opère une belle remontée grâce entre autres à la fiabilité de sa Connaught. André Simon, au volant de sa 250F bleue, s'est hissé en 4e position derrière Salvadori, Collins et le Prince Bira. 4 Maserati aux 4 premières places. Fairman était 3e lorsqu'il a dû s'arrêter, tringlerie de commande du papillon cassé. C'est une grosse déception. À mi-course, Collins dépasse Salvadori et tous deux prennent un tour à McAlpine. Peter Collins est en fait chez BRM et cette écurie n'a pas de voiture répondant aux normes en vigueur de la F1. Il roule donc sur Maserati en attendant que l'écurie mette au point sa propre Formule 1. Alan Brown et Don Bowman sur Connaught se font leur course entre eux. Fairman ayant abandonné, les espoirs de l'écurie se portent désormais sur McAlpine. Collins est absolument impérial lorsqu'il double Don Bowman. Cette fumée à l'horizon est signe de désastre. Ken Wharton vient de sortir de la route à Copse. Un de ses amortisseurs a perforé le réservoir arrière et la voiture s'est enflammée comme une torche. Il ne reste plus qu'une épave calcinée. Heureusement, Wharton s'en sort plutôt bien, légère brûlure aux mains et au cou et un poignet cassé. Salvadori, qui sort de sa Maserati, a perdu la 2e place au profit du jeune et irrésistible Peter Collins. La dernière épreuve de la journée est la course de Formule 3 500 cm3. Et après 17 tours d'une course folle, pas moins de 10 changements en tête, un record du tour battu à 3 reprises et qui est désormais de 134 km/h, Ivor Bueb l'emporte avec seulement 2 secondes d'avance sur Jim Russell, Stuart Lewis Evans et Cliff Allison, tous 3 sur Cooper Mark 9. Puis je reviens à Goodwood pour le traditionnel Whitsun International, même s'il n'a d'international que le nom, puisque n'y participent que des coureurs britanniques. La Cooper à baquet central et propulsion domine outrageusement. Reggie Parnell et sa Cooper à moteur Connaught sont trop forts pour Kenneth McAlpine dans la catégorie des 1500. Colin Chapman participe également à la course à bord d'une Lotus et il revient très fort après un mauvais départ. Kenneth, lui, ne parvient pas à doubler Parnell, pendant que Chapman est remonté en 3e position avec une confortable avance sur la Cooper 1100 de Tommy Sopwith et la Revis de Ray Bicknell qui a du mal à rester sur la piste.
Au tour suivant, Chapman est le nez dans les échappements de McAlpine. Sopwith, en solitaire, occupe la 4e place et Bicknell fait de son mieux pour s'accrocher, difficilement. 8e tour d'une course qui en compte 10. Parnell est toujours en tête devant la Lotus de Chapman, qui a pris le meilleur sur McAlpine. À la fin de l'avant-dernier tour, le classement est toujours identique, même si Sopwith a refait son retard avec sa petite Cooper 1100. À l'approche de la chicane lors du dernier tour, Parnell est ralenti par des attardés et Chapman en profite, coiffant Parnell au poteau. Pendant ce temps, au stand Connaught, on continue d'affiner les réglages. Kenneth McAlpine signe des autographes à ses admirateurs en culotte courte. Départ de la course des voitures de sport de plus de 2 litres. Duncan Hamilton s'échappe devant Poole et la Type C blanche de Michael Head. Au tour suivant, Bob Berry dépasse Head et se glisse en 2e place. Hamilton l'emporte sans difficulté, Berry est 2e, Prothero 3e sur sa XK 120 et Peter Blond 4e sur sa Type C. Puis vient le tour des dames avec une collection hétéroclite de véhicules qui s'alignent pour une course à handicap. Jane Bloxham sur Aston et la Ford Zephyr préparée par Raymond May s'élancent côte à côte. Curieusement, pourtant, ce n'est pas une de ces voitures à l'allure effilée qui va l'emporter, mais la Daimler Conquest, pilotée par Nancy Mitchell. Et comme tous les ans, je retrouve avec joie l'un des plus grands moments de la saison, les 24 heures du Mans. John Wyer, le patron d'Aston Martin, choisit toujours avec attention les hôtels dans lesquels son équipe descend. La nourriture doit y être de qualité, l'ambiance paisible, et c'est pourquoi il a choisi le village de la Chartre et l'hôtel du Cheval Blanc, qui fait également restaurant et bar. Les mécaniciens pourront, le cas échéant, y noyer leur chagrin. Ce tranquille petit village semble être à des lieues de l'effervescence du circuit du Mans. Par un chaud après-midi d'été, Stirling Moss a un jour piqué une tête dans la rivière, mais l'eau était tellement froide qu'il y a laissé ses fausses dents. Les préparatifs se poursuivent dans la petite cour derrière l'hôtel, à l'abri des regards indiscrets. Les commerçants, qui reçoivent des invités de marque comme Aston Martin et Connaught, ont à cœur de saluer les équipes avec des vitrines de circonstance. Connaught n'est d'ailleurs pas loin. On affine les réglages du moteur en vue de la première participation de l'écurie aux 24 heures. Le blond à droite, c'est Rodney Clark, l'homme qui a conçu le châssis de la voiture, et à gauche, c'est Mike Oliver, l'expert qui a préparé le moteur. Une trentaine de kilomètres séparent la Chartre et le Mans. Une distance franchie en un rien de temps. Les routes françaises sont désertes. Paradoxalement, c'est le circuit qui est encombré. Comme d'habitude, je fais un tour en Aston pour voir si le tracé a été modifié. Je franchis la crête pour descendre ouest en gauche-droite. Encore une Porsche. Décidément, je dois rencontrer la même tous les ans.
Après l'OS, direction le Tertre Rouge. Je prends un virage à droite serré, avec à ma gauche la nationale 138 qui relie Le Mans et Tours. Les tas de sable sont en place. Mais les peupliers sont toujours là, qui bordent la ligne droite de Mulsanne. Et il n'y a toujours aucune protection. On passe un virage dangereux au début de la ligne droite longue de 6 km et un autre identique à la fin. C'est ce dernier qui pose problème, car les pilotes y arrivent désormais à plus de 260 km/h. Tout de suite après, je franchis une crête. En bout de ligne droite, il faut freiner à fond pour négocier le virage de Mulsanne. L'échappatoire est juste en face et les tas de sable sont installés dans le virage. La route qui mène à Tours est derrière moi et je file plein nord vers le virage d'Indianapolis. Il se situe à 2 km de Mulsanne et est précédé d'un virage rapide à droite. Indianapolis, à proprement parler, est un virage à gauche à 90 degrés, suivi d'une courte ligne droite qui débouche sur le virage d'Arnage, à 90 degrés lui aussi, mais à droite. Ensuite, la route est relativement sinueuse. À 3 km au nord d'Arnage se trouve l'endroit le plus traître du circuit, le droite-gauche-droite de Maison-Blanche. Combien de voitures ont terminé leur course ici? 1 kilomètre plus loin, c'est la ligne d'arrivée et le début d'un nouveau tour. Aux 2/3 de la descente de Mulsanne se trouve l'hôtel de l'hippodrome, arrêt obligatoire pour le déjeuner. On boit un verre, toujours avec modération bien sûr, en admirant les voitures qui passent devant nous. Aujourd'hui, jour de la course, le soleil brille au-dessus de l'hôtel d'Espagne. Quand j'arrive au circuit, les tribunes commencent à se remplir et il est loin d'être 4 heures. Ce n'est pas par hasard qu'on a choisi cette Bentley comme voiture de direction de course. La marque a remporté 5 victoires ici même dans les années 20. Cette année, les Britanniques sont venus en force. MG, absente depuis 1925, fait sa réapparition avec 3 modèles MG EX 182. Porsche va une fois de plus essayer de l'emporter dans 2 catégories avec 4 Speeder 1500 et 2 356 de 1100. Frazer-Nash et Bristol continuent d'utiliser le moteur Bristol, mais l'écurie Bristol a abandonné la carrosserie coupée. Triumph revient également avec 3 TR2. Connaught est présent pour la première fois, malgré ses problèmes financiers. Comme tous les débutants, ils cachent mal leur nervosité et espèrent que tout ira pour le mieux. Cooper fait également partie des débutants et aligne 2 voitures. La première est équipée d'un moteur Jaguar, la seconde d'un Coventry Climax 1100 à l'arrière. Oscar, la petite écurie italienne, a décidé d'affronter les Porsche avec une petite 1500. Quant aux 2 Maserati, qui ne disposent toujours que d'un 2,5 litres, elles sont toujours sous-motorisées. Briggs Cunningham est bien évidemment de la fête, mais avec une seule Cunningham, la nouvelle C6R, plus fine, dotée d'un aileron de requin style Type D et d'un moteur V8 Chrysler à 4 cylindres Offenhauser. Mais la Type D de l'écurie est beaucoup plus rapide.
Briggs est en effet devenu concessionnaire Jaguar en Floride. Sherwood Johnston, qui va la partager avec Bill Spare, la dévore des yeux. Mercedes, absente depuis 1952, fait également son grand retour avec la 300 SLR, équipée d'un moteur 3 litres à injection et de commandes de soupape Desmond Robic. Se méfiant des freins à tambour, les Allemands ont décidé de faire concurrence à Jaguar. Ils ont conçu un volet, comme celui des avions, qui se lève et permet d'optimiser le freinage. Jaguar, qui veut de nouveau l'emporter au Mans, dispose d'une nouvelle Type D au capot avant allongé qui sera pilotée par les vainqueurs de l'édition 1953, Hamilton et Rolt. Ferrari a renoncé à ses gros et capricieux V12 4 litres 9 au profit d'un 6 cylindres en ligne 4 litres 4. Parmi les pilotes de la Scuderia, on découvre le jeune Eugenio Castellotti et Phil Hill, un petit nouveau venu des États-Unis. Aston Martin va essayer de faire mieux que les années précédentes. Depuis 1951, aucune des voitures usines n'a réussi à tenir durant toute la course. L'écurie place ses espoirs sur la nouvelle DB3S et sur le V12 Lagonda qui équipe la voiture de Reggie Parnell et Dennis Poore. 4 heures approchent. C'est une des plus belles grilles qu'on ait jamais vues ici. Italie, Allemagne, France, États-Unis, Grande-Bretagne, la bataille risque d'être homérique. Les Aston sont les premières à s'élancer. Une des Mercedes restant scotchée sur la ligne, elle partira avec les voitures les moins puissantes. Fin du premier tour. Castellotti est en tête devant l'autre Ferrari de Maglioli et Hill. Ils se sont défaits de la Mercedes de Fangio et de la Jaguar de Hawthorne. Et derrière, le reste du peloton suit. Le duel entre Fangio et Hawthorne se poursuit, étroitement surveillé par la Type D de l'écurie Cunningham. La Type D belge de John Claes et Jacques Swatters a pris le meilleur sur la Lagonda de Poore et Parnell. Pour l'instant, les Porsche mènent devant la Type D de Rolt et Hamilton, qui a pris un mauvais départ. Coincés au milieu des attardés, Hawthorne et Fangio ont maintenant réussi à doubler la Ferrari numéro 4 de Castellotti. La Lagonda est en 13e place, devant les DB3S. Phil Hill fait l'extérieur à la Connaught dans le virage de Mulsanne. Moss a pris l'avantage sur Fangio dans sa Mercedes numéro 19. Et Hamilton doit encore se débarrasser des Porsche, mais il est remonté en 8e position. Carl Kling, au volant de la Mercedes numéro 21, est 6e, derrière la Type D de l'écurie Cunningham. En essayant de conserver son avance sur la Mercedes de Fangio, la Jaguar de Hawthorne établit un nouveau record du tour. La Cunningham C6R est déjà largement distancée. C'est sa dernière participation au Mans. Briggs ne reviendra qu'en 1960 sur Corvette. Rolt s'est enfin défait des Porsche et de la 300 SLR de Kling. Roy Salvadori, qui pilote cette Aston DB3S, livre une bataille épique à son coéquipier Peter Collins. Et la Type D numéro 6 continue à faire de même contre les 3 Mercedes. C'est le jeune Tony Brooks qui pilote l'Aston Martin numéro 25. Les Bristol et les Fraser-Nash à moteur Bristol roulent ensemble. Après 2h30 de course, les premiers arrêts au stand commencent.
Et c'est la catastrophe. Avec sa Mercedes, Levegh percute l'arrière de l'Austin Healey de Lance McLean juste à l'entrée des stands et sa voiture s'envole dans les tribunes. 81 personnes sont tuées. C'est l'accident le plus meurtrier du sport automobile. Mais la plupart des écuries n'ont pas vu ce qui vient de se passer et la course continue. Les Mercedes actionnent leurs volets quand elles arrivent dans le virage passant sous la passerelle Dunlop. L'écurie a décidé de poursuivre la course en dépit du drame. McAlpine, qui s'était lui aussi arrêté, repart à son tour. La Cooper, à moteur Climax, s'arrête ensuite, suivie de près par la Cooper à moteur Jaguar qui met les mécaniciens à rude épreuve. L'épave de l'Austin Healey de McLean est abandonnée contre le mur des stands, tandis qu'on porte les premiers secours aux blessés. Ne sachant pas si la course va continuer ou être interrompue, la Type D de l'écurie Cunningham attend sagement qu'on s'occupe de la C6R. Le Jeep Arnold est maintenant en 9e position avec le V12 Lagonda. La nuit commence à tomber et les phares s'allument. Peter Walker a pris le relais de Salvadori sur Aston et devance Paul Frère qui vient de remplacer Peter Collins. Norman Dewis passe avec la Jaguar numéro 8. Kling est pris en sandwich entre les deux Aston, tandis que Rolt est toujours en tête avec la voiture numéro 7. Une Talbot, une MG, une Bristol. Et la course se poursuit. Moss a pris le relais de Fangio dans la Mercedes numéro 19 et ne manque pas d'utiliser son volet en passant sur la passerelle Dunlop. Il fait de plus en plus sombre et Moss est en tête avec une avance confortable de près d'un tour sur la Jaguar de Hawthorne et Bueb. La Ferrari de Phil Hill et d'Umberto Maglioli est 3e, mais les Jaguars numéro 7 et 8, celles de Rolt et Baumann, reviennent à un train d'enfer. La Ferrari de Castellotti, qui ne cesse de reculer, est en 7e position. À la surprise générale, on trouve ensuite la Lagonda devant la Mercedes de Kling et Simon. Puis la pluie se fait menaçante et après un entretien téléphonique entre Alfred Neubauer et le siège de Stuttgart, Mercedes décide d'abandonner. Dans les mois et les années qui suivront, cette décision et surtout l'ampleur de l'accident survenu auront des conséquences très importantes, y compris à l'extérieur du monde de la course automobile. À l'aube, il n'y a plus de Ferrari en course. Les ennuis moteurs en cascade ont mis fin à la course de la Scuderia. Et du coup, on trouve 4 voitures britanniques aux 5 premières places. Hawthorne et Bueb sont en tête, poursuivis par la Type D de Rolt et Hamilton. Luigi Musso, à bord de la dernière Maserati, est 3e. Et les Bristol, fidèles à leurs habitudes, tournent comme des horloges. Hawthorne a repris le volant de la voiture numéro 6, et Porsche, qui démontre ainsi sa fiabilité, a 3 voitures dans les 10 premiers, alors que la moitié des concurrents ont déjà abandonné. Mais pas les TR2, qui sont elles aussi toujours en course. Je prends mon petit déjeuner à l'hippodrome, aux premières loges pour voir les voitures lancées à pleine vitesse dans la descente de Mulsanne. La matinée est bien entamée quand Hawthorne, après un arrêt de routine, repart tranquillement à bord de sa Type D au capot avant allongé, beaucoup plus gracieuse que la version de base. Contrairement à la nouvelle Cunningham, qui va bientôt tirer sa révérence, moteur cassé. De toute façon, elle était beaucoup trop lente. La Maserati de Musso aussi est mal en point. Cette fois encore, elle repart. Mais pour combien de temps ?
Ce n'est qu'avec l'arrivée des journaux du matin que la foule prend vraiment conscience de l'horreur du désastre de la veille. Et encore un arrêt pour la Maserati. Il tombe maintenant des cordes alors que les mécaniciens s'affairent autour de la Maserati, pendant que Hawthorne repart tranquillement après un nouvel arrêt de routine. La Maserati, elle, est toujours à l'arrêt. Son pilote a rejoint le haut de la murette des stands. Un problème de boîte de vitesse a mis fin à la course de la Type D de Rolt et Hamilton, permettant à Peter Collins et à son Aston Martin d'occuper maintenant la deuxième place. Et la Maserati est toujours au stand. Edgar Wadsworth, qui est de Lancaster, sera la lanterne rouge des 21 survivants à l'arrivée, à bord de sa Cooper Climax à baquet central. Quant à la Maserati, les mécaniciens continuent leur acharnement thérapeutique. Vas-y, remonte, dit-on à Mousseau. Peine perdue. La voiture ne démarre pas et le Romain remonte sur la murette du stand. Le journaliste belge Paul Frère a repris le volant de l'Aston Martin en deuxième position. Et il pleut toujours à seau. La Type D belge, conduite par John Claes et Jacques Waters, est en troisième position. La petite Cooper a perdu un temps précieux dans les stands et finira avec plus de 750 km de retard sur les vainqueurs. L'arrivée des gendarmes indique comme toujours que la fin est proche. Et la course se termine avec aux 3 premières places 3 voitures britanniques. Les Porsche finissent 4e, 5e et 6e et viennent ensuite les 3 inséparables Bristol. C'est Hawthorne qui a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur au volant de sa Type D. Malgré le mauvais temps, il a réussi à parcourir la distance record de 2592 km. Dans notre prochain épisode, nous irons à Aintree, qui accueillera son premier Grand Prix d'Angleterre, et ce sera l'occasion pour nous d'assister à la démonstration de la puissance des Mercedes. Ensuite, nous irons à Silverstone, où se retrouveront les clubs de fans d'Aston Martin, et enfin à Farnborough, qui fêtera le cinquantenaire de ses avions. Alors à bientôt donc pour le prochain épisode des Carnets secrets d'un passionné de l'automobile.